Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Moustache brune effilée, cheveux taillés courts à la militaire, visage énergique au teint pâle, redingote droite bien prise à la taille, un jeune homme vient de s'arrêter devant la porte principale du Grand Bazar de Lyon. De loin, il a l'air décidé, le maintien est fier, arrogant même. On sent l'officier en civil a la façon de manier le parapluie comme un sabre de combat. De près, le regard est fuyant. La paupière tombe légèrement, la bouche est veule. Et le maintien n'est arrogant que pour compenser la petite taille, pas plus d'1,65 m. Il rentre dans le Grand Bazar. Il y a du monde, et il se perd rapidement dans la foule qui, en ce début de décembre, songe déjà aux achats de Noël. Nous retrouvons notre homme, il est à la droguerie. Il fixe un étalage pour le moins curieux. À le voir si élégant, presque précieux, on l'imaginerait plus facilement devant les foulards, les cravates ou les boutons de manchette que devant des couteaux de boucherie. Il les examine pourtant soigneusement, un par un. Il choisit parmi les plus grands une lame longue et large, en tâte la pointe de l'extrémité du doigt. L'acier se plie légèrement, un peu trop souple peut-être. Il réfléchit puis complète son achat par un deuxième couteau, plus petit celui-là, mais dont la lame courte ne plie pas. Tremblez, braves gens. Le criminel du boulevard du Temple est en marche. Rien de plus idiot pour un assassin, de plus déprimant qu'une victime qui a déménagé. C'est ce que le concierge d'un immeuble rue des Filles-du-Calvaire à Paris est en train d'expliquer à un inconnu fort élégant, vêtu d'un pardessus en drap léger, bleu foncé à rayures satinées, d'un pantalon gris, faux col et haut de forme. « Madame la baronne Deslards n'habite plus ici. » Devant l'air réellement désolé de son interlocuteur, le concierge propose « Si vous voulez patienter quelques instants, je vais chercher dans mes papiers. Je crois que j'ai sa nouvelle adresse. » Un peu nerveux, sourire un peu crispé, l'inconnu acquiesce et attend. « Ah, voilà, dit le concierge. C'est 42 boulevard du Temple. » L'homme répète l'adresse, remercie et sort. Désorienté car il ne connaît pas très bien Paris, il ne sait pas où se diriger. Il s'informe auprès d'un ouvrier maçon qui travaille dans la cour. Fort complaisamment, on lui indique le chemin. Fâche contretemps, mais peu importe, profitons-en pour faire plus ample connaissance avec l'inconnu. Louis Anasté, 25 ans. Ex-sous-lieutenant au 158e, cantonné à Lyon. Il vient d'arriver à Paris, les poches vides, mais une idée derrière la tête. Sa situation est inextricable. Il doit s'en sortir. On ne peut vivre décemment avec une solde d'officier en 1891. Faites le calcul. Une maîtresse à 200 francs par mois, une danseuse espagnole du théâtre Bellecour, une petite merveille. Une fiancée qui n'a pas de dot, des restaurants qui coûtent cher, une logeuse qui n'attend pas, une blanchisseuse qui refuse le crédit, un tailleur exigeant, impossible d'assurer tout cela avec une solde de 225 francs par mois. Et pour couronner le tout, la mère de cette danseuse qui vient réclamer sa fille au colonel du régiment, rien que ça. Ah, le pauvre petit lieutenant a bien des misères. Ses parents ne sont pas riches. Et s'il n'avait pas eu quelques protecteurs influents, jamais il n'aurait fait Saint-Cyr. Il faut dire que Louis Anasté est un petit homme curieux, persuadé qu'un destin glorieux lui est réservé, que son style littéraire est du dernier génie, qu'il est beau, intelligent, que tout lui est dû. Il ne peut pas supporter le manque d'argent, et surtout d'avoir des dettes. Or, il a
1700 francs de dette de 1891. Une belle somme. Et sa virilité lui interdit d'emprunter aux dames. Au contraire, pour lui, la seule et unique façon d'être un homme, et de le prouver, consiste à entretenir les dames financièrement et physiquement avec le plus d'assiduité possible. Il y a quelque temps de cela, atteint d'une sorte d'anémie à la vue, il a consulté un médecin militaire. Et voici le billet qu'il adresse à l'une de ses maîtresses pour justifier un repos nécessaire. Le remède que l'on me conseille, mon bébé, c'est d'être moins gourmand en amour. On ne saurait me prescrire un traitement plus désagréable. Nous sommes à la fin du siècle dernier, et l'on ne parle pas encore de complexe, ni d'obsession. Mais l'on peut supposer à coup sûr que le lieutenant, d'1,65 m, a bien besoin de se prouver qu'il est plus grand que les autres par n'importe quel moyen. Désargenté et agacé par les difficultés de sa vie demi-mondaine, Louis a donc une idée en tête et 2 couteaux en poche. Il arrive maintenant 42, boulevard du Temple. Il sonne. Une petite bonne lui ouvre. « Madame la baronne Deslards. »« Vous vous trompez, monsieur ? Madame la baronne habite au 1er étage. » Oh, décidément, Louis n'a pas de chance. Il semble bien que le destin s'acharne à lui faire comprendre que sa visite à la baronne n'est pas de bon augure. Quelques minutes entre les 2 étages, il hésite, prêt à rebrousser chemin. Mais peut-être s'imagine-t-il dans sa psychologie particulière qu'il est un lâche s'il ne va pas jusqu'au bout de son projet. Alors, une main dans la poche de son par-dessus, il sonne de l'autre, au 1er étage. Et, ô miracle, une très vieille dame ouvre la porte, dévisage un instant le visiteur dans l'ombre du palier et s'écrie « Mais c'est le jeune Louis! Entrez donc! C'est gentil de venir me voir. Il y a bien longtemps que je ne vous ai pas vu. » Louis entre et suit la vieille dame au salon, tandis qu'elle s'excuse d'ouvrir elle-même la porte. Cette brave Delphine est sortie faire des courses. Elle doit discuter avec l'épicier comme d'habitude, alors je suis seul. La pièce est sombre, meublée d'acajou, de bronze doré, de tentures de peluche verte, de flambeaux de cuivre. Sur les meubles et la cheminée, des souvenirs sous globe, les médailles du baron, ancien colonel de la garde impériale. À 77 ans, la vieille baronne est encore alerte. Ses yeux sont gais et jeunes, sous la dentelle du bonnet. Le jeune homme et la vieille dame vont bavarder 10 minutes de choses et d'autres. Le soir tombe vite au mois de décembre. Il est 4h30. Louis se lève. Il va prendre congé. Il n'y arrive pas. Elle parle, lui demande des nouvelles de son colonel, de sa famille, de sa santé, de Lyon. Dans la poche de son par-dessus, la main de Louis se crispe sur le manche du petit couteau. Il transpire en regardant nerveusement autour de lui. Dire qu'il y a au moins 25 000 francs de titres cachés quelque part dans l'un de ses secrétaires. Ah, si seulement à lui tourner le dos une minute, qu'il ne voit plus son visage, qu'il ait le temps de sortir le grand couteau qui flotte entre la doublure du par-dessus et le tissu. Oh, voilà qu'elle lui parle de son fils maintenant. Ce vénard bourré d'argent. Il a envoyé un pneumatique pour dire qu'il ne rentrait pas dîner ce soir. Et où est donc ce pneumatique? Ah, là, sur la cheminée. La vieille dame s'est retournée. Louis transpire de plus belle. Il s'arrête presque de respirer. Sa main saisit le pan de son par-dessus, dégage le couteau comme au ralenti. Les secondes s'étirent. Il est temps. Il le faut. C'est maintenant. La vieille dame a un râle étouffé. Le couteau a glissé sans effort sous le menton qu'il a ouvert d'un grand trait, mais elle ne tombe pas. Elle vacille, ensanglante le tapis de ses pieds, mais ne tombe pas. Alors Louis se jette sur elle. Il frappe. Frappe encore. Il veut qu'elle tombe. Voilà. C'est fait. Essoufflé, Louis se précipite, ouvre les tiroirs, les renverse, piétine les papiers, les bijoux. Il y a là un secrétaire fermé à clé, il entreprend de le forcer avec les pincettes de la cheminée. Soudain, il s'arrête figé. Une porte vient de s'ouvrir au fond de l'appartement. Un pas fait grincer le plancher ciré, une lampe s'approche. À tâtons. C'est Delphine, la bonne, qui vient au salon rejoindre sa maîtresse. Elle est entrée par l'escalier de service, elle approche. D'un bond, Louis se dresse, récupère son couteau sur le tapis, et en un éclair se jette sur la silhouette qu'il entrevoit. Il la renverse, s'acharne. Mais la vieille domestique est vigoureuse, elle se débat, et le couteau se heurte à l'énorme chignon qui lui protège la nuque.
Louis s'épuise en un corps à corps effrayant. Delphine se met à hurler. Pris de panique, il porte un dernier coup à la gorge et se redresse. Delphine s'est arrêtée de crier. Une sorte de gargouillis atroce filtre de sa gorge ouverte et ses yeux chavirent. Alors Louis retrouve un peu son sang-froid, il récupère son parapluie et son chapeau dans l'antichambre, sort et descend l'escalier d'un pas qu'il s'oblige à être ferme et naturel. Pourvu qu'elle ne crie pas, pourvu que j'arrive en bas, avant qu'elle appelle. Mais c'est incroyable, à moitié morte. La vieille servante hurle par la fenêtre au moment où il passe devant la loge du concierge. « Au secours! À l'assassin! Arrêtez-le! Arrêtez-le » Le concierge se précipite effaré et croise sur le palier un élégant visiteur qu'il distingue mal dans l'obscurité et dont la voix autoritaire ordonne « Dépêchez-vous donc de fermer la porte! Il y a un malfaiteur dans l'immeuble. Je vais chercher la police. » Et le brave concierge referme la porte sur un inconnu qui va se perdre maintenant dans l'immense anonymat parisien. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. 3 semaines se sont écoulées depuis le crime du boulevard du Temple et le chef de la sûreté, Goron, est de mauvaise humeur dans son cabinet. Oh diable, les journalistes! À les lire, il suffirait d'appuyer sur un bouton et de sortir une fiche pour arrêter un assassin. Certes, la baronne Délard n'est pas n'importe qui, mais son assassin, lui, c'est n'importe qui. N'importe lequel des milliers d'hommes à redingote bleu marine qui circulent dans la ville. Pour l'instant, les seuls indices, mis à part le signalement précis du criminel, sont le couteau et le pardessus. Cet imbécile a oublié son couteau dans le couloir de l'appartement. Or, ce couteau porte une marque de fabrique. 2 initiales, F, M. Goron a inondé tous les couteliers parisiens de demandes de renseignements et il a fait passer des annonces dans la presse avec la description du pardessus bleu marine à rayures. Il a entendu les témoins, Delphine, toujours debout malgré une entaille au cou de 20 cm au moins, la petite bonne de l'étage inférieur, le concierge de la rue des Filles du Calvaire, l'ancienne adresse de la baronne, l'ouvrier maçon, tous ont donné le même signalement. Petite taille, moustache brune, par-dessus, haute forme, parapluie. Il ne reste plus qu'à mettre la main dessus. Ça devrait être facile pourtant, car l'assassin semble bien connaître la baronne Délard. Mais le mari, veuf effondré, a beau chercher dans ses relations, il ne le voit pas, non. D'ailleurs, le colonel ne connaît que des militaires. Et aucun militaire ne pourrait faire ça. Ah, le pauvre policier a bien du mal. Il tourne et retourne tout ça dans sa tête en passant machinalement en revue sa collection de menottes, boulets de bagnards, pistolets et autres portraits d'assassins, une collection qu'il a mis des années à constituer et qui ferait concurrence au musée des horreurs. Ce matin-là, pourtant, un premier espoir vient raviver l'enquête. Un coutelier de Thiers vient l'informer que les couteaux marqués FM, il les fabrique dans la région lyonnaise et que son plus gros client, c'est le Grand Bazar, quartier Perrache, à Lyon. Lyon? Ah, voilà qui change tout. L'enquête était centrée sur Paris jusque-là. On peut supposer, au contraire, que le criminel serait venu de Lyon. Et la première des choses à faire, c'est d'interroger les vendeurs du Grand Bazar, bien sûr, et de diffuser le signalement de l'assassin dans tous les hôtels garnis de la capitale. Goron se reprend à espérer, d'autant plus que, décidément, c'est son jour de chance. En ouvrant le courrier de l'après-midi, il tombe sur un prospectus de tailleur représentant un pardessus, et ce prospectus est accompagné d'une merveilleuse lettre commerciale. Elle dit notamment « Le pardessus, dont l'élégance a frappé les témoins, provient certainement de nos ateliers spécialisés dans la confection de ce modèle. Nous le vendons au prix imbattable de 50 francs, port compris. » Mais le tailleur est installé à Lyon. Ragaillardi, le commissaire reconvoque tous ses témoins, familiers, relations de la baronne Délard, et se met à leur parler de Lyon. Au cours de l'audition d'un vieux ménage, ancien domestique de la baronne rue des Filles du Calvaire, une nouvelle coïncidence se révèle. Le mari, fouillant dans ses souvenirs, se rappelle soudain. Un jeune homme, petit. Mais est-ce que ce ne serait pas le petit soldat qui venait voir parfois madame pour voir son fils? Il était bien maigre. Et monsieur Paul lui glissait souvent la pièce. Il est officier maintenant, je crois, au 158e régiment de Lyon. Comment s'appelle-t-il déjà? Ah, Louis Anasté. Décidément, c'est Lyon. Les hommes de la sûreté partent maintenant sur une enquête de routine. Goron, lui, n'est pas très convaincu, pourtant. Il connaît les militaires, lui aussi. Ce crime n'est sûrement pas le fait d'un officier français. Mais
Mais les renseignements recueillis auprès du régiment de Louis Anasté ne le montrent pas comme l'officier idéal, mauvaise fréquentation, mauvaise note, dettes de jeu impayées l'ont fait mettre en disponibilité et sa radiation est imminente. De plus, Louis n'est pas à Lyon. Il n'y est plus depuis le 1er décembre. Sa folle maîtresse lui a prêté 50 francs pour prendre un billet pour Paris. Il a promis de revenir bientôt et de me rembourser et de m'épouser, confie-t-elle à l'enquêteur. Louis n'est pas à Lyon. Il est sûrement resté à Paris. Enfin, le patron d'un hôtel minable de la rue Notre-Dame-des-Victoires vient remettre à la sûreté la liste des clients du mois de décembre, et parmi eux, Louis Anasté. Il n'a même pas changé de nom pour s'inscrire à l'hôtel. Il n'est parti que depuis peu pour s'installer dans un garni que lui a indiqué l'hôtelier rue de Valois. C'est une petite chambre, misérablement meublée. Les finances sont basses. Le renseignement est arrivé tard dans la soirée. Et comme on ne peut arrêter un suspect la nuit, les hommes du commissaire Goron s'installent dans le couloir de l'immeuble pour surveiller l'étage en attendant l'heure légale au petit jour. De temps en temps, l'un des policiers monte jusqu'à l'étage et glisse un œil par le trou de la serrure. Louis Anasté est couché sur le lit étroit. Il lit, à la faible lueur du gaz, et un revolver est posé sur la table de chevet. Goron, qui croit dur comme fer à l'honneur militaire, arpente la rue déserte en marmonnant « pourvu qu'il ne se suicide pas en nous voyant ». Mais Anasté ne se servit pas de son revolver, il n'était pas chargé. Au réveil, il ouvrit sa porte à la première injonction, très à l'aise, l'œil interrogateur. « C'est une plaisanterie, je suppose ?» Goron hésite un peu, le ton est ferme, la lueur dégagée. De plus, il a devant lui un homme barbu dont le visage ne correspond pas du tout à la description qu'on lui a faite. Aux questions sur son emploi du temps, l'après-midi du 4 décembre, il répond avec fermeté, mais il a rendu visite à d'anciens amis, boulevard Beaumarchais, pris le thé avec eux et s'est laissé retenir à dîner. « À quelle heure êtes-vous arrivé chez eux ?» demande Goron. « Un peu avant 4 heures. » Goron sait que le crime a eu lieu aux environs de 4h30. Si donc l'alibi d'Anasté est confirmé par ses amis, Goron se rend boulevard Beaumarchais et interroge la maîtresse de maison. Celle-ci se souvient parfaitement du jour où Louis Anasté est venu prendre le thé et dîner chez elle. Pensez donc, le jour même du meurtre de cette chère baronne. Il était 4 heures. Je m'en souviens parfaitement. La pendule du hall a sonné 4 coups au moment où l'on annonçait M. Anasté. J'ai même pensé que la nuit tombait bien vite, et j'en ai fait la réflexion. Déçu, le policier regagne son bureau. Pourtant, les témoins ont reconnu formellement Anasté une fois sa barbe rasée. On a retrouvé le pardessus bleu marine et au fond de la poche, une minuscule trace de sang. Mais Anasté nie tout en bloc. Il n'a jamais acheté de couteau au Grand Bazar. L'employé est un jeune abruti qui veut se faire valoir. Le par-dessus, il a été taillé dans une pièce de drap qu'il possédait par le tailleur du régiment. Et s'il s'est coupé l'index avec son canif, il a dû distraitement mettre sa main dans sa poche. Ce qui ne va pas, c'est que la coupure est à l'index droit et la tache dans la poche gauche. Et Goron de marmonner, difficile à faire, ça. L'assurance apparente de Louis Anasté n'est pas démentie. Cependant, le commissaire a l'impression qu'il ne faudrait pas grand-chose pour qu'il avoue. Enfin, la chance va le servir de nouveau. En effet, arrive par la poste une lettre élégante de la maîtresse de maison du boulevard Beaumarchais chez qui Anasté avait passé une bonne partie de l'après-midi et de la soirée. Cette lettre dit ceci. « Monsieur le chef de la sûreté, je crains qu'une erreur de ma part ne nuise à notre pauvre ami. En effet, ce n'est pas à 4 heures, mais après 5 heures qu'il est venu chez nous le 4 décembre. Ma femme de chambre, en remontant l'horloge, avait sottement déplacé les aiguilles, celle-ci marquant ainsi plus d'1 heure de retard. » La charmante amie de Louis Anasté ne connaissait pas l'heure du crime, bien entendu. 4h30, je vous le rappelle. Enfin, Goron va gagner. Devant ce dernier argument, le superbe Louis Anasté s'effondre et d'un seul coup, il avoue. En somme, il était allé tuer avant d'aller prendre le thé. Il aura un procès retentissant, une détention à la conciergerie, toute littéraire, durant laquelle il ne cessera d'abreuver famille, amis et maîtresse d'une prose élégante et recherchée, voire de poèmes lamartiniens.
Il utilise même l'un de ses codétenus pour dicter un roman après avoir persuadé le malheureux garçon qu'il a besoin de consolider son orthographe et faire des dictées. Totalement inconscient, démesurément orgueilleux, prétentieux, au point d'en devenir stupide et d'assassiner une vieille dame pour payer ses dettes, le beau petit lieutenant a eu son heure de gloire. Le 20 mars 1892, il est monté à l'échafaud en silence, sur la place de la Roquette. Il savait que les belles dames, avides de sensations, louaient des chambres dans les hôtels voisins pour guetter à la jumelle, dans le petit matin, l'éclair de la guillotine. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Lisa Soster. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.